Madame la ministre, monsieur le coprésident, mes chers collègues, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui, Madame la ministre de la Culture, Madame Rima Abdul-Malak, pour évoquer avec vous le chantier de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, dont l'achèvement constitue l'un des objectifs patrimoniaux phares de ce quinquennat, et je dois dire de la fin du quinquennat précédent également. Après avoir reçu en décembre dernier le général Jean-Louis Georgelin, président de l'établissement public pour la restauration de Notre-Dame de Paris, accompagné de M. Philippe Villeneuve, l'architecte en chef des monuments historiques de la cathédrale, il nous semblait en effet important, Madame la ministre, de vous entendre sur ce dossier important et qui nous tient tous à cœur. Comme vous le savez, notre groupe de travail s'inscrit dans la continuité de la mission d'information sur l'application de la loi du 29 juillet 2019 de la législature précédente, loi dont j'ai été la rapporteure, et mission d'information dont Sophie Mette a été la rapporteure. Cette mission d'information vise à assurer la bonne information de la représentation nationale et de tous les Français, à la fois bien sûr sur la bonne utilisation des dons, sur le respect des termes de la loi, sur le suivi du chantier, et notre groupe de travail s'inscrit dans sa continuité. Aussi, j'aurai quelques questions avant de donner la parole à M. Odoul et puis bien sûr à nos collègues. Pouvez-vous d'ores et déjà nous faire un point d'étape sur l'avancée des travaux et surtout sur l'engagement des dons tel que suivi par votre ministère? Vous ne doutez pas que M. Georgelin et M. Villeneuve nous ont déjà fait un point détaillé. Certains membres de notre groupe n'appartenaient pas à la mission d'information antérieure, n'étaient pas présents lors de l'incendie de Notre-Dame. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a que Sophie et moi qui étions. Et Claudia, tu étais là? Sous le mandat précédent? Tu n'étais pas dans la commission culture. Dès lors, pouvez-vous rappeler pour nous tous et pour eux l'articulation entre le ministère et l'établissement public? C'est un point important, tant au niveau fonctionnel qu'au niveau financier. En particulier, bien sûr, le sujet du financement de l'établissement public qui a fait l'objet de remarques, fut un temps, par la Cour des comptes. Et donc, il est important, il me semble, de vous entendre à ce sujet. Il serait aussi intéressant que vous puissiez nous éclairer sur les réflexions de votre ministère quant au rôle futur des différents acteurs, et notamment la répartition de leurs responsabilités dans le fonctionnement et la propriété de l'édifice dès qu'il rouvrira. Plus particulièrement, comment les dispositions de la Convention du 18 octobre 2019 conclues entre le ministère de la Culture et le Centre des Monuments Nationaux, le CMN, seront-elles appliquées? Monsieur le Président, je vous passe la parole. Madame la Présidente, Madame la Ministre, comme ça a été dit, nous sommes très heureux de votre présence aujourd'hui pour cette audition. Nous vous en remercions. Avant d'aller sur le vif du sujet, j'espère que vous n'êtes pas choqués de voir un coprésident issu du Rassemblement national, compte tenu de vos propos et de vos dernières interviews, notamment dans le journal Le Monde. Je tiens à rappeler que la culture est notre bien à tous, quelle que soit notre étiquette politique, qu'il n'y a pas de vague d'extrême droite, qu'il n'y a que des vagues démocratiques, il y a des élections. Et si les électeurs ont fait le choix que des députés du Rassemblement national soient là et que je sois à cette place, c'est parce qu'ils l'ont choisi et qu'il faut qu'ils soient tous respectés. Sur cette audition et le sujet qui nous occupe, déjà j'aurais souhaité revenir sur le passé, sur évidemment le drame qui a ému des millions de Français, notre patrimoine en flammes. Et j'aurais souhaité revenir sur l'une des préconisations non appliquées de la Cour des comptes, notamment la mise en œuvre d'une enquête administrative sur les causes de l'incendie. Est-ce à dire que l'État renonce à en élucider les circonstances? Vous savez, c'est une question qui revient souvent, encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Où en est l'enquête? Peut-on espérer disposer un jour des éléments de réponse nécessaires à la compréhension de cet incendie tragique, afin notamment de prévenir de nouveaux incidents de ce type? Ensuite, il nous paraît bien sûr important de nous projeter vers le futur et voir comment l'édifice va pouvoir revivre, envisager les problématiques nouvelles que posera sa réouverture. À ce titre, pouvez-vous faire état des réflexions communes entre les différents acteurs impliqués sur l'amélioration de l'expérience de visite de la cathédrale, dont le dernier rapport de la Cour des comptes souligne qu'elle sera probablement proche de la saturation lors de sa réouverture, et sur l'usage et l'aménagement des abords.
Pour les auditions réalisées et les visites envisagées, notre groupe de travail aura à cœur de se pencher sur les métiers et les savoir-faire essentiels à la restauration de la cathédrale. Le chantier aura en effet par moments été confronté à la pénurie de certaines compétences, ce qui ne peut que nous inquiéter. Nous devons collectivement saisir l'opportunité du chantier de la restauration pour mettre en lumière, valoriser non seulement les métiers d'art, mais également les métiers de la construction. À ce sujet, êtes-vous en lien avec le ministère de l'Emploi ou de l'Éducation pour réfléchir conjointement à la formation dans ces métiers? Je vous laisse, Madame la Ministre, prendre la parole pour une intervention liminaire avant de prendre les questions de nos collègues qui, je n'en doute pas, seront nombreuses. Merci, Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames les députés. Juste en introduction pour vous répondre, cher Julien Audoul, je respecte complètement votre légitimité démocratique et je suis ravie de répondre à vos questions. En revanche, je continuerai à combattre vos idées et votre vision de la culture. Et ce que j'ai cité dans l'interview du Monde étaient strictement les mots qui ont été employés dans différentes sessions de débat, que ce soit en cette commission ou à l'Assemblée au moment de l'examen du budget de la culture. Je n'ai rien caricaturé ni rien exagéré. Mais voilà, je suis heureuse de voir que Notre-Dame nous rassemble aujourd'hui par-delà nos clivages politiques. En tout cas, je vous remercie vraiment pour cette invitation et c'est très important de pouvoir suivre les travaux effectivement de cette mission de suivi et d'information qui me permet aussi de saluer le travail qui avait été effectué par Sophie Mette et Brigitte Custer sous la précédente législature pendant 3 ans. Merci encore. Vous l'avez dit, l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019 a suscité un immense émoi en France, à travers le monde, parce que Notre-Dame représente depuis près de 8 siècles un symbole culturel très fort. C'est un chef-d'œuvre patrimonial de l'architecture gothique, c'est un édifice religieux majeur, c'est aussi un monument littéraire grâce au roman de Victor Hugo. En tout cas, la cathédrale est un symbole de la France et de la culture européenne. Donc nous avions tous le cœur brisé de la voir en flammes. Près de 4 ans après ce terrible incendie, le chantier de restauration avance à grands pas. Après le temps de l'épreuve et de l'émoi, le temps de la reconstruction est maintenant bien engagé. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont permis, en avril 2019, de sauver la cathédrale des flammes et tous ceux qui, depuis le 16 avril au matin, œuvrent à la sécuriser puis à la reconstruire. Vous les avez cités sous la houlette du général Georges Lain, président de l'établissement public, l'architecte en chef des monuments historiques, l'ensemble des équipes, les artisans, les compagnons, les entreprises. On pourra y revenir. En tout cas, je me suis moi-même rendue peu de temps après ma nomination sur le chantier. J'y suis retournée plusieurs fois depuis. J'ai pu constater les avancées. J'ai pu constater aussi l'émerveillement à chaque fois de l'avancée du travail des artisans à différentes phases qui permettent, voilà, avec une certaine magie et un savoir-faire inégalé, de restituer la splendeur de cette cathédrale. Alors, vous m'avez interrogé sur le bon déroulement des travaux. Effectivement, on peut dire déjà que les interventions de sécurisation et de consolidation de l'édifice, comme le général Georges Lain a pu vous le présenter, qui ont été lancées dès les jours qui ont suivi l'incendie par la DRAC Île-de-France, se sont achevées à l'été 2021. À cette date, cette première phase de travaux avait permis de sauver la cathédrale fragilisée. Les opérations qui sont actuellement en cours concernent la restauration des parties de l'édifice détruites ou dégradées par l'incendie, le montage de l'échafaudage qui va permettre à partir de l'automne prochain de reconstruire la flèche de Viollet-le-Duc est en cours. Nous sommes donc tous très confiants pour envisager à la fin de l'année 2024 la réouverture de la cathédrale au culte et au public. La restauration du monument ne sera cependant pas totalement achevée parce que les élévations extérieures de la cathédrale vont encore nécessiter plusieurs années de travaux, on le sait bien. En tout cas, ces travaux sont l'occasion de valoriser des métiers, les métiers d'art, comme vous l'avez souligné, un pan important de mes priorités, qui permet aussi de voir que voilà, ce sont dans le contrat d'objectifs et de performance stratégique de l'établissement public des heures d'insertion qui sont prévues pour former aux métiers d'art, des partenariats avec des entreprises, des associations. Toute cette mise en valeur des savoir-faire français est un enjeu très important pour aussi susciter des vocations idéalement.
Et n'oublions pas qu'il y a aussi la restauration en parallèle de l'orgue et des toiles, les toiles de maître que j'ai pu l'occasion d'aller voir à Bondoufle dans l'Essonne. C'est la plus vaste restauration simultanée de toiles de ce format-là, de grand format en France. 22 tableaux, dont les gigantesques mets de Notre-Dame, qui sont entre les mains expertes d'une 50aine de restaurateurs. Le nettoyage des décors et des élévations intérieures a eu lieu aussi en parallèle et va permettre de retrouver la beauté, la lumière de la plus fameuse des cathédrales gothiques. Vous m'avez interrogé aussi sur les dons. Effectivement, l'émotion qu'a suscité l'incendie a provoqué un afflux sans précédent de dons pour œuvrer au plus vite à la reconstruction. Une formidable vague de générosité, ce sont 340 000 donateurs du monde entier. Au total, 846 millions d'euros de promesses de dons ont été réunis. Le montant engagé pour les travaux réalisés dans la phase 1 s'élève à 150 millions. La phase 2, qui est en cours jusqu'à fin 2024, est prévue pour 552 millions, sous réserve de travaux complémentaires possibles, de révisions de prix qui sont inévitables à l'échelle d'un tel chantier. La dernière réunion du comité de mécènes, elle a eu lieu le 12 janvier dernier. Elle a permis de consolider la position favorable des grands donateurs pour financer la poursuite du chantier après la réouverture, avec ce qui pourrait être un reliquat éventuel de la souscription. Mais nous laissons l'établissement public consulter très précisément chaque fondation, puisque c'est un dialogue à avoir avec les donateurs. Concernant l'enquête administrative que vous avez mentionnée, Monsieur le Président, le ministère de la Culture s'est constitué partie civile à l'enquête judiciaire en cours, c'était en juin 2020, enquête qui va mettre en évidence, le cas échéant, des responsabilités personnelles ou des manquements. Elle permettra aussi d'identifier les causes de l'incendie et, s'ils existent, les dysfonctionnements qu'elle révélerait, pour limiter les risques d'incendie dans les autres cathédrales appartenant à l'État, parce qu'au fond, c'est ça la question que vous soulevez, qui est très importante. Le ministère de la Culture a fait établir un plan d'action sécurité cathédrale, auquel je tiens énormément, qui identifie les différents points à vérifier, à traiter. On pourra y revenir dans nos échanges si vous le souhaitez. En tout cas, ces mesures, ajoutées aux discussions qui auront lieu avec l'ensemble des acteurs sur le fonctionnement de Notre-Dame de Paris, conformément à la recommandation de la Cour, répondent à l'objectif légitime de tirer tous les enseignements opérationnels de ce sinistre. Madame la Présidente, vous m'avez interrogé aussi sur l'articulation entre le ministère et l'établissement public. Le ministère de la Culture est propriétaire du monument. Il est en dialogue permanent et fluide avec l'établissement public dont il a la tutelle, puisque c'est inscrit de manière très très claire dans la loi de 2019. En gros, l'établissement public est le bras armé, c'est le cas de le dire, du ministère de la Culture pour ce chantier. Et j'ai toute confiance dans la volonté, la détermination du général Georges Lain pour le mener à bien. L'établissement public rassemble en fait des équipes de taille vraiment moyenne par rapport à d'autres établissements publics du ministère de la Culture. On parle de 39 ETP, équivalent temps plein, un budget de 9 millions d'euros. On est vraiment dans des proportions réellement modestes et adaptées à ce chantier. Et au fond, il est normal que ce fonctionnement soit assuré par la souscription nationale, puisque sa mission est de restaurer la cathédrale. Cependant, je rappelle que l'établissement public pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris est l'opérateur le plus contrôlé du ministère de la Culture. Rapport périodique de la Cour des comptes, mission parlementaire évidemment, commission des affaires culturelles des assemblées, comité des donateurs, en plus de son conseil d'administration. Et le deuxième rapport rendu public par la Cour des comptes en septembre 2023, dont vous avez tous pris connaissance, mais quand même très clairement en relief la bonne gestion, et je trouve globalement très positif sur la conduite de ce chantier d'importance capitale pour la France. Quant aux choix de restauration, ils sont soumis à la validation du ministère de la Culture, que ce soit au niveau de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, la CNPA, pour le parti général qui a été entériné, de la Direction générale du patrimoine et de l'architecture, de la Direction régionale des affaires culturelles, qui effectue le contrôle scientifique et technique des différents chantiers. Au-delà de l'attention qu'il porte au suivi des travaux, l'État anticipe et veille notamment aux conditions de réouverture et d'exploitation de la cathédrale. Vous avez raison aussi de mentionner l'importance de cette anticipation pour prévoir les meilleures conditions de visite à partir de 2025. Le ministère de la Culture participe aussi au comité artistique qui conseille l'archevêque
pour la réalisation des assises, l'aménagement liturgique financé par le diocèse. Je crois vraiment que par son caractère exceptionnel, le chantier de Notre-Dame revêt au fond un caractère un peu de laboratoire, parce que le monument va pouvoir disposer, suite à des recherches poussées, de la mise en œuvre de technologies innovantes pour améliorer les futures conditions de sécurité. À ce titre, ça va profiter à l'ensemble des autres cathédrales de France qui bénéficient déjà de méthodologies acquises à Notre-Dame. Je veux souligner les améliorations notables qui ont été portées à notre connaissance de ces monuments complexes depuis l'incendie de Notre-Dame. Et je reviendrai, si vous le souhaitez, sur le plan cathédral que nous avons porté depuis 2019, qui a énormément été alimenté grâce au plan de relance à hauteur de 80 millions d'euros et qui nous permet de renforcer la sécurisation de nos 86 autres cathédrales. Donc Notre-Dame nous permet de tirer aussi des leçons, des enseignements et des nouvelles méthodes pour les autres cathédrales. Pour terminer, vous l'avez évoqué, la question de la médiation culturelle va être un enjeu très important à la réouverture. Elle se posait déjà avant l'incendie de 2019, c'était le monument le plus visité d'Europe, et il n'y avait pas d'espace de médiation dans ces murs, il fallait se référer aux informations parcellaires disponibles dans les tours, la crypte ou au musée de Cluny pour mieux connaître Notre-Dame. Donc on a une réelle réflexion là qui est menée pour penser ce futur travail de médiation. Travail de médiation qui est déjà en réalité effectué par l'établissement public dans le cadre du chantier. Et ça, c'était très important que le chantier s'accompagne aussi de temps de partage, d'ouverture au public, participation aux Journées européennes du patrimoine, animation des palissades du chantier par des expositions photos sur les panneaux, bientôt une exposition dans l'ancien parking qui va contribuer à faire connaître au public les travaux en cours de réalisation. Donc, rendez-vous à partir de mars 2023 pour cette exposition qui s'appelle « Au cœur du chantier ». Vous avez peut-être vu aussi l'exposition immersive « Éternelle Notre-Dame » qui est assez impressionnante. Bref, plusieurs exemples innovants de médiation culturelle qui nous permettent de nous projeter dans l'avenir et de voir quelles nouvelles modalités de rencontres avec le public peuvent être explorées. Voilà, je ne vais pas être plus longue pour mon propos liminaire. Mesdames et messieurs les députés, les quelques mots que je voulais avoir pour débuter cet échange, je crois que nous pouvons toutes et tous nous réjouir de l'avancée et de la bonne tenue de ce chantier qui nous permet d'envisager sereinement l'année 2024 et les années qui suivront pour que la cathédrale Notre-Dame de Paris puisse retrouver sa splendeur et son public. Je vous remercie. Merci. Chers collègues, qui a des questions? Allez. Madame Rouault. Merci Madame la Ministre. Alors c'est vrai qu'on a auditionné le général Georges Lin et l'architecte et c'était vraiment passionnant, c'était très précis, on a eu les appels d'offres et en fait vous êtes parfaitement en adéquation. Lors de cette audition, il y a quelque chose qui m'a à la fois interpellée et inquiétée. Cela concerne donc l'adoption du règlement dit REACH, l'Union européenne, qui prévoit l'interdiction de l'utilisation professionnelle du plomb. Et donc cette décision, elle inquiète fortement tous les acteurs du patrimoine français et les restaurateurs. Et selon d'ailleurs le général, il a dit que si on transposait ce qui a été fait à Notre-Dame sur le reste du territoire, on ne pourrait plus restaurer notre patrimoine. Donc en France, on a à peu près 90 000 mètres carrés de vitraux. Il y a 450 entreprises artisanales et il semblerait qu'aujourd'hui, on ne peut pas remplacer le plomb sur les vitraux, sur les ogives. Donc bien sûr, il faut l'interdire quand il y a vraiment des menaces, mais est-ce qu'actuellement, vous discutez avec l'Europe? Voilà, c'est ma question, vous l'avez compris, vous l'anticipez, et parce que c'est vrai qu'on est attaché à notre patrimoine et on a, je l'ai déjà signalé, beaucoup de difficultés pour financer les églises et tout ça, donc s'il y avait, je crois qu'il a parlé de 25% de coûts supplémentaires sur Notre-Dame. Voilà, merci. Madame la Ministre, je vous propose de répondre à cette question. Et puis on prendra la suivante après, si ça ne gêne pas. Oui, non, merci beaucoup, Madame la députée. En effet, on est en pleine discussion à niveau à la fois administratif et politique avec la Commission européenne sur cette procédure REACH, R-E-A-C-H. On a déjà, nous, rédigé tout un argumentaire sur l'importance du plomb pour les métiers du patrimoine qui fait son chemin.
Il y a déjà eu des reports, en fait, là, des décisions. Donc, on a, pour le moment aussi, pu gagner du temps, si je puis dire, ce qui est tout de même assez important dans le contexte pour mieux préciser les différents argumentaires et les cas de figure dans tous les pays européens. En tout cas, il y a vraiment un enjeu pour nos métiers d'art, pour les vitraillistes, mais pas uniquement. Donc moi, je suis très mobilisée sur le sujet. Sans oublier pour autant les sujets... Enfin, on pourra y revenir sur le plomb santé publique, parce qu'on a par ailleurs, nous, un travail sur les eaux, la récupération des eaux, et on est très, avec le préfet de région, également très mobilisé sur tous les aspects qui touchent à la question du plomb, qui sont très sensibles et qu'il faut regarder avec vraiment beaucoup de précision. Mais on pourra y revenir. Madame Met. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous avez parlé d'un plan d'action de sécurisation des cathédrales. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, en ce qui concerne déjà Notre-Dame de Paris? Et je pense que ça doit se décliner aussi après par rapport aux autres cathédrales. Et je pense qu'on est certainement tous et toutes concernés par un sujet cathédral dans nos territoires. Ça, j'aurai bientôt l'occasion d'en parler plus en détail, mais effectivement, le plan de relance a permis quand même de mettre l'accent sur des travaux qui étaient vraiment prioritaires dans une très large liste de nos 89 cathédrales. On a entamé un travail avec l'ensemble des DRAC sur tous les échelons possibles de sécurisation renforcée, d'alerte, de formation. Donc on a un travail assez précis avec l'ensemble des équipes du ministère pour améliorer la sécurité, qui est déjà un sujet évidemment très prioritaire, mais qui va l'être encore plus dans les années qui viennent. Oui, chers collègues, allez-y. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, c'est une question simple, c'est mettre en avant une série corrézienne qui débite donc les chaînes centenaires donc, venant de l'Allier et qui participe à cet effort national de reconstruction de notre patrimoine et qui participe gracieusement à scier une partie des poutres donc, de la flèche et jusqu'à ces longueurs de 100 mètres de long. Et je voudrais déjà, par cette question, les mettre en avant parce que ils participent avec fierté à cet effort national, et je le redis gracieusement. Et je voudrais savoir qu'est-ce qu'il est prévu. Est-ce qu'il est prévu une plaque qui citera toutes ces entreprises qui ont participé à cet effort, d'autant plus gracieusement. Donc à la fin de la construction des travaux, je pense que ça serait bien de mettre cette volonté du patrimoine et cet effort, d'autant plus que c'est deux jeunes scieurs qui viennent juste de s'installer et qui ont, ils le disent dans ce travail de précision, une pression à accomplir, donc un travail de très très grande qualité. Merci. Parce que votre question, elle montre à quel point ce chantier, qui certes est à Paris, en fait mobilise des savoir-faire, des artisans, des personnes passionnées partout en France, même au-delà, puisqu'on a eu aussi une belle collaboration avec l'Allemagne sur la restauration des vitraux. Donc on a aussi des artisans européens et ailleurs qui veulent aider aussi à la reconstruction de Notre-Dame. Donc on n'a pas encore très clairement précisé comment, en matière de communication et de traces, rendre compte de toutes ces énergies qui ont été fédérées autour du chantier et qui continuent à porter ce chantier. Mais effectivement, ça mérite une vraie mise en lumière. Donc on va y réfléchir. Je prends la suggestion de la plaque, il y en aura sans doute d'autres. Aussi de faire à un moment une vraie belle réception pour les réunir tous, qu'ils se rencontrent aussi entre eux. J'ai remis récemment un titre maître d'art, parce que le ministère de la Culture
à ce titre un peu équivalent des trésors nationaux du Japon, à des charpentiers qui œuvrent aussi sur le chantier de Notre-Dame. Donc on a différentes manières de valoriser ces professions qui portent l'excellence de nos savoir-faire dans le monde entier. Et le fait de pouvoir les déployer et les affirmer sur un chantier comme celui de Notre-Dame, qui est regardé par tous les pays du monde, ça mérite effectivement une reconnaissance une fois le chantier terminé. Donc on va y réfléchir. On va prendre l'ordre. Madame Poussier-Winsbach. Non, pardon. Oui, par Bellamy. Pardon. Je l'ai vu, je la quitte. Excuse-moi. C'est pas grave. On fait partie du même groupe, je sais, mais souvent. Moi, je suis très heureuse d'être là parmi vous cet après-midi, d'autant plus que, bien que je fasse partie du groupe depuis le début, mais j'avais jamais eu l'occasion, j'ai pas suivi les 2 premières réunions de travail. Donc, je découvre en même temps le chantier, bien que je le suive par ailleurs, mais moi, je voulais savoir si vous aviez une estimation aujourd'hui à date du budget global, qui couvrira en tout cas l'intégralité des travaux. Si également, si vous aviez en tout cas fait le choix de l'intégralité des métiers d'art, hein, si vous aviez pu couvrir aussi tous ces, si vous travaillez en appel d'offres d'ailleurs, mais si on couvre aussi chaque phase du chantier. L'orgue également, qui sera, comment dit-on déjà, je cherche le mot. Oui, mais non, il porte un nom. Le facteur. Le facteur d'orgue, voilà. Le facteur d'orgue, voilà, c'est ce qui m'intéresse. Et si on privilégie, bien sûr, cette maîtrise française, voilà, c'est plus par curiosité tout ça. Merci beaucoup. Oui. Alors, il y a 281 métiers d'art qui sont enregistrés en France. Donc, évidemment, tous les 280 métiers d'art ne sont pas représentés dans le chantier de Notre-Dame, mais tous ceux qui sont liés à la particularité de cette cathédrale, évidemment, le sont. L'orgue, ça a été un point important. J'ai parlé de la restauration des tableaux. On a évidemment un certain nombre d'autres métiers qui sont fédérés. Je crois que le général Georgelin avait vraiment détaillé tous les appels d'offres. Si vous voulez que j'y revienne, je peux le faire, mais ça avait été assez précis dans son audition que j'avais écoutée avec attention. Pour redire les chiffres, 150 millions ont déjà été dépensés pour la première phase. 552 millions sont prévus pour cette phase de reconstruction, mais qui conviendra de réévaluer au fur et à mesure, parce qu'entre l'inflation, les révisions des prix, d'aléas possibles toujours sur un chantier, restons prudents et vigilants, mais cette enveloppe intègre déjà normalement ces aléas. Et c'est pour ça qu'il y a une enveloppe dont la Cour des comptes a parlé dans son rapport, sur laquelle il y a des discussions actuellement avec le comité des donateurs pour voir si cette somme est affectée à la poursuite des travaux de restauration, y compris d'éléments qui n'ont pas spécifiquement été endommagés par l'incendie, pour que la restauration de Notre-Dame soit complète. Et c'est vrai qu'on aurait du mal à imaginer une cathédrale intégralement restaurée à l'intérieur, mais pas, par exemple, à l'extérieur. Donc ces discussions sont en cours. Moi, je respecte ce temps aussi de travail entre l'établissement public et les donateurs, qui sont aussi réunis dans un comité des donateurs. Mais on a le temps encore d'avoir ce débat aussi avec vous sur ces fonds. Je peux me permettre, Madame la Ministre, de vous compléter, parce que le sujet, effectivement, du total de dons, de son utilisation, a fait beaucoup parler au moment où les dons affluaient. Et d'ailleurs, des dons continuent à arriver. Enfin, souvent, les fondations nous disent qu'il y a des donateurs qui donnent encore aujourd'hui pour Notre-Dame, et a suscité, et on le comprend, beaucoup d'envie d'autres monuments qui nécessitent eux aussi des restaurations. Et dès lors, l'organisation qui est mise en place avec le comité des donateurs est, selon moi, très importante, parce que l'utilisation des dons doit être approuvée par tous les donateurs. Et ils ont été extrêmement nombreux. Donc c'est le comité des donateurs qui les représente et qui s'assurera de la bonne utilisation des dons, dans le respect de la loi qui a fixé quand même un certain nombre d'obligations, mais qui sont des dons pour Notre-Dame de Paris. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très rapidement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. La formation.
Ça, c'est une question qu'on a posée au général, mais c'est quand même plus du fait de l'État. Y a-t-il réellement eu beaucoup de jeunes à rentrer en formation? Parce que ça, c'est aussi important pour ces métiers d'art, hein, le fait de les valoriser avec la cathédrale. Y a-t-il eu vraiment beaucoup de jeunes à rentrer en formation? Et des vocations, ouais. Ouais. Et puis des formations derrière, en fait. Est-ce que... En complément sur cette question, je sais qu'en Nouvelle-Aquitaine, il avait été question de mettre en place un lycée. Est-ce que finalement, ce projet a abouti ou est-ce qu'il est en cours? Enfin, bon, voilà, il y avait eu beaucoup d'effets d'annonce suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris, justement, pour valoriser les métiers d'art. Est-ce qu'il y a eu vraiment une avancée à ce sujet? Est-ce que vous le savez? Ce qui est sûr, c'est que ce chantier a revivifié l'attachement aux métiers d'art et à ses savoir-faire partout sur le territoire. La région Nouvelle-Aquitaine fait partie de ces régions très en pointe dans la défense, la promotion des métiers d'art, comme la région Grand Est, par exemple. Je vérifierai pour ce lycée-là en particulier. Je ne suis pas certaine d'avoir la réponse aujourd'hui. Mais en tout cas, nous, dans le cadre aussi du plan France 2030, ça, j'en profite pour le dire, on a pris en compte... et moi, je veux développer un plan spécifique pour les métiers d'art, donc ça me permet de vous en parler rapidement. Dans l'appel à projet métiers et compétences, on a pu, par exemple, soutenir à hauteur de plus de 5 millions d'euros le nouveau campus d'excellence des métiers d'art qui a ouvert à Versailles et qui est en train de se développer. On va poursuivre sur cette voie avec d'autres formations dans le domaine des métiers d'art. On vient de lancer un nouvel appel à manifestation d'intérêt, ça qui peut intéresser toutes vos circonscriptions, parce que c'est pour créer des pôles territoriaux pour des métiers d'art, du design, de la mode, parce que ce sont aussi des secteurs très proches. Donc les métiers du patrimoine, mais aussi les métiers qui permettent de travailler dans ces autres secteurs d'artisanat d'art, du design et de la mode. Donc on a un budget total pour ces pôles territoriaux des industries culturelles et créatives de 46 millions d'euros, avec une priorité son et image dont je ne vais pas vous parler ici, et une autre priorité qui est métier d'art. On est en train de travailler avec la Caisse des dépôts sur les projets qui peuvent émerger, qui soient à la fois des projets de formation, de réunion de compétences, de mutualisation de savoir-faire. Ça peut être aussi des projets d'innovation sur des nouvelles technologies. Par exemple, j'ai vu en Grand Est des projets de numérisation de gestes d'artisans pour ne pas perdre le savoir-faire qui se transmettent d'habitude oralement de génération en génération. Donc on travaille aussi sur comment les nouvelles technologies peuvent nous aider à sauvegarder certains savoir-faire. On travaille aussi avec l'Institut national des métiers d'art sur ce titre maître d'art qui prend de plus en plus d'ampleur chaque année. Et finalement, le chantier de Notre-Dame est le chantier emblématique qui permet comme une locomotive en quelque sorte, qui permet de porter une politique beaucoup plus territoriale, ancrée dans différentes régions, avec chacune les spécificités de ces métiers. Et ça, on le voit aussi avec tous les dossiers qui nous remontent du loto du patrimoine. À chaque fois, ça permet de soutenir là une carrière de pierre, là une entreprise locale, là des artisans. Et à chaque fois, moi, que je me suis déplacée sur un chantier du loto du patrimoine, j'ai vu des apprentis de 17-18 ans en train d'apprendre aux côtés de compagnons plus expérimentés à chaque fois, vraiment. Donc je pense qu'il y a une appétence de notre jeunesse pour ces métiers, qui sont des métiers de sens, qui sont des métiers d'avenir, qui sont des métiers qui nous relient à notre histoire, mais qui sont aussi dans la créativité et l'inventivité permanente. En tout cas, on le voit aussi, nous, dans tous les projets qu'on peut développer. Par exemple, avec le Musée des Arts Décoratifs, on a mis en place un parcours de découverte des métiers d'art au collège. Là, avec le Mobilier National, on va lancer des ateliers pour les enfants entre 7 et 13 ans pour susciter aussi l'envie de ces métiers. Ça va s'appeler le Petit Mob, ces ateliers. En tout cas, voilà, pour moi, il y a une vraie priorité à susciter davantage de vocations très tôt, dès le collège, notamment ces âges un peu charnières. On doit décider, on commence à réfléchir à son orientation plutôt, par la découverte, par les stages, par la pratique. On a réuni à Station F avec le comité Colbert un certain nombre d'entreprises, des métiers d'art, avec là des collégiens qui étaient par centaines en train de tester plusieurs métiers, du verre à la broderie, etc.
Et on a vu garçons comme filles de 13-14 ans passionnés par ces métiers-là et s'intéresser à comment se diriger vers ces métiers qui ne sont pas du tout des voies de garage, comme parfois on a pu les représenter, et qui sont des vrais métiers d'avenir avec un potentiel économique, un rayonnement culturel important pour notre pays. Et alors, si tous ne peuvent pas venir à Notre-Dame pour participer au chantier, le chantier permet quelque part de démultiplier ses vocations, ses envies et ses projets sur d'autres régions. On vous emmènera. Oui, on connaît tous. De la Fondation Bettencourt, très mérité. Ça a été un moment de remise des prix. J'étais présente, très émouvant, où la salle avait les larmes aux yeux, parce que ce qui raconte de la transmission entre grands-parents, petits-enfants, même si ce n'est pas leurs petits-enfants, c'était très touchant. On avait vu un petit film qui montre voilà, à quel point ces ateliers-là du mercredi, du samedi sont décisifs pour donner envie à des jeunes de se diriger vers ces métiers. Et on voit des jeunes filles faire de la soudure, des garçons faire de la broderie, tout est possible. Si je peux compléter ce sujet, Madame la Ministre, je voulais vous confier une réflexion que j'avais entendue à l'époque de la loi. Alors, on était au tout début de ce chantier, il y avait encore beaucoup de craintes, beaucoup d'interrogations sur la façon dont tout ça allait se passer, mais j'avais entendu cette remarque, je pense, d'artisans et de compagnons qui avaient fait le parallèle. C'était au moment où on s'interrogeait sur la mise en œuvre d'un établissement public et sur effectivement le fait de susciter des vocations pour pouvoir répondre à ce chantier et avoir suffisamment d'artisans formés pour Notre-Dame de Paris. C'est un sujet qui nous tenait tous à cœur à l'époque. On l'a même inscrit par amendement dans la loi, le fait de promouvoir ces métiers. Et un certain nombre de professionnels de ces secteurs nous avaient alertés sur un précédent qui est celui du Louvre, qui avait aussi connu la mise en œuvre d'un établissement public, un fort engouement d'un certain nombre de métiers. Alors, moi, je ne connais pas le chantier du Louvre, je ne sais pas quel métier il requérait à l'époque, mais j'imagine qu'il y avait des métiers de restauration d'un bâtiment patrimonial. Il nous avait dit... attention à ne pas susciter trop de vocations, parce qu'effectivement, il va nous falloir beaucoup de monde pour le chantier de Notre-Dame, mais ça va faire, bien sûr, un afflux de vocations. Et aujourd'hui, je crois, M. Georgelin nous a dit l'autre jour qu'il y a 1000 personnes qui travaillent par jour pour ou sur le chantier de Notre-Dame, mais qu'une fois le chantier de Notre-Dame fini, ce n'est pas pour tout de suite, on aurait derrière une baisse du nombre de chantiers, une baisse du nombre de main-d'œuvre. Ils étaient un peu en alerte là-dessus parce qu'ils avaient connu ça au moment du chantier du Louvre. Donc, je vous confie ça, c'est une réflexion qui m'a marquée à l'époque, qu'aujourd'hui je n'entends plus. Donc, et je pense qu'on a aussi des capacités à se réadapter, à se réorienter professionnellement. Mais voilà, je vous la confie parce qu'elle m'avait marquée, je la garde toujours dans un coin de ma tête. Oui, c'est sûr qu'il faut toujours être vigilant. Après, justement, j'évoquais les chantiers de sécurisation et de restauration des autres cathédrales, de tous nos monuments historiques, qui sont quand même très nombreux, de nos châteaux, de nos musées, les restaurations d'œuvres, les tableaux notamment, les restaurations de l'orgue. Il y aura d'autres cathédrales où on aura besoin de restaurer des orgues. J'étais récemment à Reims, où on a vu une magnifique restauration. Donc, en fait, ces métiers-là, pour se projeter dans l'avenir, il faut se dire qu'au-delà du chantier de Notre-Dame, on aura encore pour eux énormément de débouchés. J'en suis certaine. Alors, il faut que j'arrive à vous l'évaluer de manière plus précise en nombre de cathédrales, nombre de monuments, nombre de restaurations de tableaux, mais ce sont vraiment... Je vois aussi à l'Institut national du patrimoine où nous accueillons des promotions d'élèves chaque fois plus motivés, engagés, plus diversifiés. On a, on le sait, une diversité de métiers à l'issue qui sont possibles. Donc le chantier de Notre-Dame est tout de même assez spécifique. Il y aura d'autres chantiers ailleurs. Je pense aussi, nous, à nos manufactures nationales et au métier d'art du ministère de la Culture. Le ministère de la Culture est le premier employeur de métiers d'art en réalité, avec au moins 1000 agents. Mais je pense au Mobilier National, à Sèvres, à Limoges, aux tapisseries d'Aubusson. On a une diversité de métiers. Quand on essaye de susciter des vocations, c'est aussi pour diriger les jeunes générations vers cette diversité de métiers. Tous ne vont pas être charpentiers ou facteurs d'orgue.
Oui, j'aurais une petite question, Madame la Ministre. Si tout se passe bien et si les délais sont maintenus, ce que nous souhaitons évidemment tous, donc nous assisterons et nous profiterons de la réouverture de Notre-Dame en décembre 2024. Ce sera un événement national, voire international. Quelques mois auparavant, nous profiterons d'un événement international majeur avec les Jeux Olympiques à Paris. Et j'aurais souhaité savoir si votre ministère, compte tenu de la proximité de ces deux événements et compte tenu de l'afflux de touristes qui ne pourront pas, évidemment, puisque ce sera trop tôt, profiter de la cathédrale, est-ce que votre ministère prévoit une mise en valeur, un aperçu, un avant-goût, si je puis dire, de la cathédrale pour tous ces touristes du monde entier qui vont venir à Paris, qui vont peut-être voir ou lire que la cathédrale va rouvrir en 2024, mais ce ne sera pas la bonne date. Donc pour éviter, de les frustrer davantage, est-ce qu'ils auront un aperçu de cette prochaine réouverture ? En tout cas, bien sûr, nous y avons pensé. La ville de Paris est très attentive aussi, le Centre des Monuments Nationaux également, l'établissement public, les musées, que ce soit le musée du Louvre, le musée de Cluny. On a cette réflexion évidemment constante avec eux. On a évoqué des projets d'exposition, on a évoqué l'exposition immersive que j'ai mentionnée tout à l'heure. Il y aura 1000 manières de valoriser ce chantier, de valoriser l'histoire de Notre-Dame, de la faire découvrir à ces millions de touristes qui vont venir pour les Jeux Olympiques. Donc oui, nous y travaillons. Et il peut y avoir différents lieux pour cela si le parvis n'est pas accessible en raison du chantier. Si vous pouvez les réorienter vers Sens, où on a une très belle cathédrale Saint-Étienne qui a servi de modèle. Voilà, vous pouvez, en tout cas, ça profitera à notre territoire. Financé à hauteur de 2,6 millions par le plan de relance. Voilà. Merci de la citer. Bien. Chers collègues, est-ce que vous avez d'autres sujets, d'autres questions, d'autres cathédrales à citer ? Moi, j'ai une basilique à Lyon, mais elle n'est pas propriété de l'État, hélas. Hélas ou pas, d'ailleurs. Merci. Madame la ministre, quelques questions par rapport justement au parvis et puis à la mise en place d'un musée, et de ce que ferait la mairie de Paris sur ces lieux. Est-ce que la situation a évolué ? Est-ce que le général Georgelin nous a toujours dit que les relations étaient très fluides entre la mairie de Paris et l'établissement public. Voilà, je voulais savoir vous quelle était votre position et puis effectivement où ça en était de ces travaux. Oui, l'État était membre du jury pour le choix de l'équipe d'architectes paysagistes qui a été choisie pour l'aménagement et la valorisation des abords de la cathédrale, parce qu'il faut bien penser cette cathédrale dans son environnement pour accueillir le public. C'est l'ensemble du site qu'il faut considérer. Et c'est le bureau Basse-Smets qui a été choisi et qui est vraiment un très beau projet. Qui va être présenté normalement à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture là au printemps 2023 et les travaux vont débuter après la réouverture de la cathédrale. Forcément, là c'est un budget que la ville de Paris a réfléchi, qu'elle avait initialement annoncé pour les dons aux travaux de la cathédrale et qu'elle a réfléchi sur le chantier de réaménagement des abords de 50 millions. On a aussi une réflexion en cours avec la ville sur tous les dispositifs de médiation associés, parcours d'interprétation, le futur centre d'accueil du site qui va être dans les souterrains du parvis, donc l'ancien parking. Et là, ce sont des échanges qui associent évidemment tous les acteurs concernés. Il y a Paris Musée, l'établissement public des musées de la ville de Paris qui gère la crypte archéologique, le ministère de la Culture, nous, avec aussi le Centre des Monuments Nationaux qui gère le circuit des tours, bien sûr l'établissement public, mais aussi le ministère des Armées, parce qu'il y a le mémorial des martyrs de la déportation, et évidemment le diocèse. Donc ça, ce sont des discussions régulières. A émergé l'hypothèse de la création d'un musée Notre-Dame, sur laquelle il faut encore travailler. La principale question, c'est où, évidemment. Et comme vous le savez, il y a eu ces fouilles qui ont révélé des éléments absolument incroyables du jubé médiéval et qui vont pouvoir enrichir les recherches scientifiques. Voilà, il y a le quoi montrer, le où.
le comment. Donc on consulte l'ensemble des parties prenantes, mais effectivement c'est une question qui est légitimement soulevée. Bien, merci. Alors nous avons prévu effectivement d'auditionner le centre, le CMN. Je suis dyslexique, hein, c'est le genre d'intitulé qui me donne toujours du mal, donc qui s'occupera effectivement, qui est un acteur quand même majeur, et le diocèse, enfin, tous les acteurs effectivement du dossier. Et c'est vrai qu'ils sont nombreux et on est toujours surpris en fait du nombre d'acteurs concernés par Notre-Dame de Paris, par sa gestion, sa propriété et ses différentes visites qu'elle offre, en plus bien sûr du culte, puisque c'est premièrement un édifice religieux. Est-ce qu'on a fait le tour des questions, chers collègues? Oui. Bien, Madame la Ministre, il me reste à vous remercier pour cette audition et puis à vous dire à bientôt sur ce sujet ou sur d'autres, mais sur Notre-Dame de Paris, je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci, Madame la Ministre. Merci.